Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Dans ce journal, voici les titres de l'actualité au Bénin. Au sommaire, ce soir, audience au palais de la Marina sur invitation du président de la République, M. Patrice Talon. Charles Michel, président du Conseil européen, effectue les 25 et 26 avril 2024 une visite officielle en République du Bénin. Il a été reçu à cet effet ce vendredi même par le président de la République pour un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. Les travaux du programme d'assainissement pluvial de Cotonou évoluent à leur rythme normal. C'est un projet du gouvernement de Patrice Talon soutenu par ses partenaires au développement. Le vaste programme vise à régler définitivement les problèmes d'inondation dans les quartiers de Cotonou. Le coordonnateur du PAPC et sa délégation étaient sur quelques chantiers pour constater l'évolution mais aussi le respect des normes requises. Coopération décentralisée au plan continental, le Camerounais s'imprègne de l'expérience de Dango en matière de mise en œuvre de l'indice de la gouvernance locale. C'est l'objectif du déplacement d'une délégation de cadres de ce pays dans cette commune du département de l'Ouémé en milieu de la semaine. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Sur invitation de Patrice Talon, président de la République du Bénin, son Excellence Charles Michel, président du Conseil européen, effectue les 25 et 26 avril 2024 une visite officielle en République du Bénin. Charles Michel a été reçu, comme je vous le disais dans les titres, dans la matinée de ce vendredi 26 avril 2024 au palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon, pour un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. Suivez ici et maintenant la déclaration de presse à sa sortie d'audience. Nous sommes actifs pour soutenir tous les efforts sur le terrain du développement et de la prospérité. On observe aussi les investissements importants réalisés par le Bénin dans le domaine des infrastructures. On observe aussi les réformes économiques qui amènent des résultats en termes d'attractivité pour les investissements privés. Nous avons aussi eu l'occasion d'échanger sur la situation régionale, en particulier la lutte contre le terrorisme et les questions de sécurité ont été au cœur de nos échanges puisque l'Union européenne souhaite être un partenaire engagé également au travers notamment de financement pour pouvoir fournir du matériel, des équipements destinés à la sécurité, destinés à la lutte contre le terrorisme, des équipements de type drone, de type véhicule, équipements pour collecter des renseignements également. Nous sommes en train de mobiliser, rien que pour cette année, 47 millions d'euros, avec des enveloppes qui sont dédicacées par exemple à l'acquisition de drones ou encore d'avions de collecte de renseignements. Investissements prévus également dans le domaine de la marine béninoise et puis des investissements afin de soutenir les initiatives pour faire reculer la menace terroriste. Et on voit bien les efforts importants consentis par les autorités du Bénin qui sont très mobilisées pour protéger leur population. Activité gouvernementale toujours, les travaux du programme d'assainissement pluvial de Cotonou qui évolue à leur rythme normal. C'est un projet du gouvernement du président Patrice Talon soutenu par les partenaires techniques et financiers et qui vise à régler définitivement les problèmes d'inondation dans les quartiers de Cotonou. Le jeudi 25 avril 2024, le coordonnateur du PAPC et sa délégation était sur quelques chantiers pour constater l'évolution et le respect des normes requises en la matière, un constat qui a été satisfaisant pour Oswald Gangbo et sa délégation.
Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC se concrétise dans les différents quartiers de la capitale économique. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, maître d'ouvrage du projet, suit les travaux non seulement pour veiller à la qualité des ouvrages, mais aussi au respect des délais contractuels au niveau des différents lots. Ce jeudi, le coordonnateur du PAPC et sa délégation ont effectué une descente sur quelques chantiers pour constater leur évolution. À chaque niveau, le constat est rassurant. C'est des collecteurs en béton armé, de la voirie revêtue de pavés avec des caniveaux latéraux de part et d'autre. Mais nous avons été visiter également des travaux d'aménagement de bassins de rétention. Et comme je vous le disais, nous avons réalisé des ouvrages qui s'adaptent vraiment dans ce cadre-là à l'environnement. Vous avez bien vu qu'il s'agit de protection de berges. Vous avez vu que nous n'avons pas retiré tout ce qu'il y avait à l'intérieur des marécages. Nous avons conservé des enclaves pour permettre aux espèces qui s'y trouvent actuellement de continuer à y être. Nous vous avons montré que le type d'ouvrage que nous avons réalisé dans les marécages, c'est un type d'ouvrage qui s'adapte aux petites déformations du sol. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC est un projet initié par le gouvernement pour sortir la ville de Cotonou des problèmes d'inondation. À cet effet, des collecteurs d'assainissement pluvial et d'aménagement des voies connexes sont en construction pour améliorer le cadre de vie des Cotonouais. Déjà, quand nous avons été à Saint-Orville, vous avez noté une très grande différence. Pour ceux qui connaissent la zone, ils savent ce qui s'y passait quand il pleuvait. Donc ça sera la même chose partout où nous passons. Vous voyez que nous commençons nos interventions par les collecteurs primaires, c'est-à-dire les ouvrages où finalement toutes les eaux iront, les collecteurs primaires et les bassins de rétention. Ensuite, nous faisons les caniveaux latéraux et le pavage des rues. Ça veut dire que le système de drainage des eaux est pris en compte dans son intégralité. Le coût du projet est estimé à 264 milliards de francs CFA. Pour sa réalisation, 6 partenaires se sont positionnés et accompagnent le programme. Il s'agit de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de la Banque islamique de développement, de la Banque africaine de développement, de la Banque ouest-africaine de développement et la Banque européenne d'investissement, repartis sur plusieurs lots du projet. Experts en gouvernance démocratique, universitaires, acteurs, politiques, organisations de la société civile et religieuse se sont tous informés hier dans la matinée sur les nouvelles dispositions de la loi électorale au Bénin. C'était à l'occasion du colloque organisé par la conférence épiscopale du Bénin sur la modification du code électoral de 1990 à nos jours. Les travaux se sont accentués sur la compréhension à avoir de la loi, mais aussi ses implications. William Clégan. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance donne l'occasion à travers ce colloque de revisiter les différentes évolutions de la loi électorale au Bénin depuis le renouveau démocratique. Fil conducteur des travaux, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. Faire étudier le code électoral par des techniciens du droit, des élections et de la gouvernance. Il revient à l'Église et aux autres religions de faire connaître les valeurs qui élèvent l'homme et qu'il faut prendre en compte pour garantir le vivre ensemble, la paix sociale et l'application de la loi au profit de tous. Ne permettons pas que l'attitude du refus, du repli sur soi et du rejet radical de l'autre prévalent sur la fraternité, l'accueil et le dialogue. Que nul ne reste campé sur sa position, que nul ne se radicalise, que nul ne se mette dans une condition d'étouffement ou d'enfermement qui empêche les autres d'exister. Les débats sont scientifiques et empiriques. Pas question de faire un procès à une norme ou au législateur.
Les échanges démarrent par une conférence inaugurale sur le thème « La nation face aux crises politiques, quels moyens pour éviter le conflit ?» Un moment conduit par une experte de l'observation électorale et des processus de paix sur le continent et en dehors. On demande de Djohodo et on ne dort pas. Cette tendance à l'apaisement sans vider le dossier a édifié chez nous au Bénin un vivre ensemble de façade. Il faut apprendre à crever les abcès pour un réel apaisement des cœurs. La réconciliation n'est réalité que dans la justice et la vérité. Il nous faut donc construire au Bénin une société de discussion courtoise, de dialogue et de discours rationnels délivrés dans une certaine agora pour éclairer nos chemins dans l'œuvre de construction de la nation. L'expert en gouvernance politique et expert électoral international Francis Laleyet va ensuite évoquer les fondements des modifications du code électoral béninois de 1990 à aujourd'hui avec des analyses à la clé. Les dispositions récentes du code électoral, elles, ont été présentées avec ouverture de perspective par professeur Samson Igor Guédégbé. Dans la dernière communication, Dr Mathias Ronquet, le politologue, à son tour s'est focalisé sur les conséquences de cette loi sur la participation de tous à la construction de la nation en favorisant le vivre ensemble. Toutes ces réflexions ont alimenté les discussions assorties de plusieurs recommandations dans le but de pacifier l'atmosphère socio-politique à travers la loi électorale. Et sur ce colloque organisé par la conférence épiscopale du Bénin et sur la modification du code électoral de 1990 à aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur l'opportunité d'une telle initiative, invité à se prononcer sur l'actualité dans une émission co-réalisée par la télévision nationale et Canal 3 Bénin, notre télévision que vous suivrez dans nos programmes. Wilfried Léandre Humbedji fait le constat à travers cette initiative que l'Église catholique s'éloigne totalement de son caractère neutre. Je vous invite à suivre ici et maintenant un extrait de sa déclaration. Ne comptez pas sur moi pour critiquer le clergé catholique. Ce n'est pas notre intention. Par contre, je peux vous dire que ce que je trouve de critiquable, voire de condamnable dans la démarche du clergé catholique. Je dis, je ne critique pas l'attitude du clergé, mais je peux mettre l'accent sur ce qu'il me paraît être critiquable, voire condamnable dans la démarche. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est un rôle de médiateur, n'est-ce pas? Donc un arbitre. En tout cas, pour nous, c'est ce qu'on observe. Or, vous avez dû observer qu'avant même le vote de ce code, le clergé catholique, comme certaines organisations de la société civile, se sont dépêchés de faire ce que j'appelle une dénonciation a priori. Ils avaient une certaine crainte par rapport à une disposition qui, d'après leur compréhension de ce moment-là, aurait été de nature à empêcher certains partis, même représentés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, d'avoir leur candidat pour la présidentielle de 2026. Depuis, chacun a pu voir que le code qui a été voté n'a pas cette vocation. On n'a pas entendu le clergé revenir pour dire on s'était trompé, bon, ou bien on a voulu juste alerter pour que ça n'aille pas dans ce sens-là. On n'a pas vu ça. J'ai dit il y a eu une déclaration a priori. Ensuite, une fois que le code a été voté, ce qui était minoritaire à l'Assemblée nationale, dont certains des amendements ont été pris en compte dans ce code, mais qui n'ont pas trouvé satisfaction sur certains autres aspects du code, se sont dépêchés d'aller se plaindre au clergé, n'est-ce pas? Entre autres. Vous avez suivi, comme nous tous. Là aussi, il ne m'a pas semblé, après cela, que le clergé se soit fendu d'un courrier, d'une demande au gouvernement ou à l'Assemblée nationale pour comprendre les tenants aboutissants, l'exposé des motifs de ce code, se faire une idée avant de convoquer ce colloque. L'arbitre neutre, le médiateur, aurait fait exactement ça. Et pour le colloque que vous évoquez, j'aurais, et cela s'entendrait bien, j'aurais bien voulu voir le clergé solliciter de l'Assemblée nationale, par exemple,
de lui mettre à disposition le président de la commission des lois pour venir exposer à cette occasion-là les tenants et aboutissants de la loi, donc l'exposé des motifs. Et après, que des députés de toute obédience viennent faire débat. Ce n'est pas, je ne dis pas qu'ils n'ont pas invité l'Assemblée, mais je dis invité pour que ça soit présenté par les gens qui devraient le faire. Donc je n'ai pas vu ça. Vous avez le sentiment que ce colloque est un ensemble de communication à charge contre le code? Bien, moi je sais maintenant apprécier un peu la charge des mots, comme vous. J'ai été, à titre personnel, invité, mais je trouve que la démarche, elle est critiquable et elle est condamnable, d'autant qu'elle vient du clergé catholique. Et on peut s'attarder un peu sur l'histoire. On peut s'attarder un peu sur l'histoire de l'Église catholique, qui, elle, mieux que toute autre organisation, est bien placée pour comprendre la portée des réformes. Parce que pour que l'Église catholique soit ce qu'elle est aujourd'hui, et pour que ses acteurs en soient fiers, il aura fallu, à un moment donné aussi, le courage réformateur d'un certain Grégoire VII, quand il arrive à la papauté, avec les mesures fortes, les réformes, pour redorer le blason de l'Église. Or, toute chose que nous faisons aujourd'hui vise à faire quoi? Réhabiliter notre pays, faire en sorte que les pratiques changent dans le bon sens, qu'elles portent le pays vers le haut, vers l'avant. Même si sur l'instant, c'est difficile. Et les cléricaux peuvent revisiter l'histoire de l'Église, se rendront compte que quand les réformes se faisaient sous Grégoire VII aussi, ce n'était pas facile à vivre. Mais aujourd'hui, je crois que chacun d'eux est fier d'appartenir à cette grande famille qu'est l'Église catholique. Nous rêvons aussi que demain, passer le temps des querelles politiques, sur le moment, que tous puissent dire notre pays a progressé, nous y avons tous contribué d'une manière ou d'une autre, à travers nos réticences, à travers nos critiques, à travers les injures à ceux qui les faisaient, mais aussi à travers notre compréhension et notre accompagnement de cette dynamique. Autre chose dans ce journal, la sécurité alimentaire et la nutrition sont des volets sur lesquels CARE Bénin Togo met l'accent depuis son installation au Bénin. Le secteur agricole est donc l'un des domaines de choix de l'ONG. Dans la journée d'hier, 25 avril 2024, elle a signé à cet effet un protocole d'accord avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Signature de protocole d'accord entre CARE Bénin et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Un accord qui définit les principes et le cadre de la coopération conformément aux politiques et orientations du gouvernement. CARE Bénin veut renforcer davantage le programme sécurité alimentaire et nutrition. Principalement dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, CARE veut promouvoir des pratiques agricoles améliorées et sensibles au climat, des chaînes de valeur inclusives et des pratiques de nutrition essentielles et communautaires. Notre vision est que les femmes et les enfants vulnérables augmentent la jouissance de leurs droits et leur accès à une alimentation adéquate, à l'eau et à la nutrition. Les interventions de CARE International Bénin-Togo sont mises en œuvre sur toute l'étendue du territoire béninois et ciblent principalement les populations les plus vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et les enfants. CARE Bénin contribue à impacter la population, reconnaît le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Ceci pour assurer une mise en œuvre cohérente et concertée de la filière agricole en faveur de la promotion. Et pour le ministre, c'est un partenariat qui vient au bon moment. En vue de maintenir donc la dynamique, plusieurs questions doivent trouver leur réponse à travers ce partenariat. Il s'agit de la participation effective de CARE Bénin et de ses consortiums aux activités des dites structures opérationnelles en respect de l'accord de partenariat, la réédition des comptes, une stratégie de sortie pour éviter les sauvages brusques en cas de fin de projet. Le ministère compte sur la franche collaboration de CARE Bénin pour une synergie d'action. L'ONG s'est établie au Bénin en septembre 1999 en menant des actions au profit de la population.
coopération décentralisée au niveau continental, les Camerounais s'imprègnent de l'expérience de Dangbo en matière de mise en œuvre de l'indice de la gouvernance locale. C'est l'objectif du déplacement d'une délégation des cadres de ce pays dans cette commune du Bénin, précisément dans le département de l'Ouémé en milieu de semaine. C'est pour mieux s'informer du mode de fixation de cet outil qui permet d'orienter davantage la prise de décision, mais aussi d'apporter un appui spécifique aux communes. Une forte délégation composée des cadres du ministère de Développement et plusieurs hôtes venus du Cameroun était dans la commune de Dangbo, dans le département de l'Ouémé. Cette visite est dans une approche de benchmarking pour s'informer du processus de production des données pour le calcul de l'indice de gouvernance locale IGL en République du Bénin. Initié et implémenté depuis quelques années, cet instrument permet de mesurer la qualité de la gouvernance locale ainsi que les performances des communes dans la délivrance et l'accès des services publics aux populations. Il a porté ses fruits et force l'admiration des étrangers qui ont fait le déplacement pour s'imprégner du modèle béninois. C'est une mission d'étude qui est venue s'abreuver aux sources du Bénin par rapport à un outil que vous avez développé, que vous avez implémenté et qui visiblement, à partir de nos descentes sur le terrain, produit des fruits, d'importants fruits en termes de remise en cause, en termes de responsabilisation des élus locaux. Il serait important pour nous de savoir comment se fait la collecte des données sur le terrain, qui intervient, à quel moment on intervient et pourquoi on intervient. Ensuite, de savoir quelles sont les difficultés éventuelles que vous avez rencontrées et comment les avez-vous corrigées si cela a été fait. Mesuré sur une échelle de 0 à 1, l'IGL est un outil qui permet aussi d'orienter la prise de décision, d'apporter un appui spécifique aux communes, de négocier avec les partenaires, d'alerter sur l'état de la gouvernance et de s'auto-évaluer. L'indice de gouvernance locale est un outil qui avait été initié depuis 2017 et qui nous permet d'évaluer les services que nous, en tant qu'autorité locale, nous offrons à notre population. Les données IGL servent également de négociation auprès des partenaires techniques et financiers. On se dit, par exemple, en matière de gouvernance territoriale, on a des faiblesses. Est-ce que vous pourriez nous appuyer dans ce domaine-là? Donc, ça participe à l'élaboration, par exemple, d'un plan de renforcement des capacités des acteurs au niveau communal. Cette séance de travail consacrée au partage d'expériences s'est déroulée dans une ambiance de donner et du recevoir, de recherche et d'apprentissage. Au terme des échanges, la délégation camerounaise s'est dite satisfaite. Partenariat économique dans ce journal avec la deuxième édition du Forum d'investissement Chine-Bénin qui a été officiellement lancé jeudi matin par la ministre de l'Industrie et du Commerce. La rencontre qui s'est déroulée dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou est conjointement organisée par l'APIES, Agence de promotion des investissements et des exportations, en collaboration avec l'ambassade de la République populaire de Chine au Bénin et l'ensemble du gouvernement. William Sanoussi. Plusieurs délégations d'investisseurs chinois et béninois participent à cette deuxième édition du Forum d'investissement Bénin-Chine, officiellement lancé jeudi ici au Palais des Congrès de Cotonou. Un rendez-vous économique qui contribue au renforcement des relations entre la Chine et le Bénin et les investisseurs. Ce forum a pour objectif de promouvoir les investissements chinois au Bénin. Ce forum est d'autant plus important quand on sait qu'au fil des années, la Chine est devenue un partenaire économique majeur pour le Bénin. En effet, de 1 milliard de dollars en 2020, le commerce bilatéral entre nos deux pays est passé à 1,56 milliard de dollars en 2022, soit une augmentation de 50% en 2 ans seulement. En outre,
de 86 millions de dollars. En 2021, le stock des investissements directs étrangers provenant de la Chine s'est établi en 2022 à 170 millions de dollars. L'année 2023 est une année importante qui a marqué l'histoire des relations de coopération et d'amitié entre la Chine et le Bénin. Ce forum, très important pour la coopération entre les deux pays, offre une plateforme unique pour les entreprises et les investisseurs. Elle permet de présenter les opportunités d'investissement au Bénin, d'établir des partenariats stratégiques et de développer des projets communs. Aussi permettra-t-elle d'explorer de nouvelles pistes d'investissement et de favoriser des partenariats gagnant-gagnant. À l'occasion, le climat des affaires et des dispositifs de promotion des investissements au Bénin sont présentés à l'assistance. Le tissu industriel béninois s'étoffe de plus en plus. Le Bénin met progressivement en place des facteurs de production optimisés, permettant aux investisseurs d'opérer dans un environnement compétitif et de rentabiliser leurs investissements. Un modèle existe déjà à Godigué, et je sais que vous êtes informés, avec des impacts positifs qui sont énormes en termes d'emploi pour la jeunesse, l'augmentation du PIB, du volume d'exportation et du retour sur investissement. Alors nous attendons impatiemment la Chine pour dupliquer un modèle pareil et encore mieux. Au vu de tous ces efforts que déploie notre pays pour le renforcement de la coopération entre nos deux pays, je voudrais profiter de cette rencontre pour inviter les hommes d'affaires chinois à ne surtout pas hésiter à investir chez nous. 2 panels sont prévus au cours de ce forum. La présentation des investissements chinois au Bénin et celle du China International Import Expo CIE. Le deuxième forum d'investissement Bénin-Chine, couplé avec la conférence de promotion de la 7e exposition internationale d'importation de Chine, s'achèvera par la signature d'un protocole d'accord entre les chambres de commerce des deux pays. Dans le cadre de la célébration de la fête du roi des Pays-Bas, la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou sera le 27 avril 2024 le théâtre d'un concert gratuit du groupe de musique néerlando-surinamais antillais Frafrasoon. En prélude à cet événement, une conférence de presse a été donnée à l'ambassade des Pays-Bas à Cotonou par les organisateurs Hugo Vingbe, Rachidi Soubero. Le groupe de musique néerlando-surinamais antillais Frafrasoon est à Cotonou. Cette présence interbéninoise se justifie par l'organisation prochaine d'un concert gratuit, un événement choisi par l'ambassade des Pays-Bas pour célébrer l'anniversaire du roi hollandais. On est très honoré de présenter ici à Cotonou pour la première fois le groupe musical Frafrasoon, un groupe néerlando-surinamien qui combine le jazz, la musique de danse caribéenne avec les rythmes africains. Le concert aura lieu à une date très spéciale pour nous, au jour national de Pays-Bas, le jour du roi. Ce concert s'inscrit dans le cadre de la coopération culturelle entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas. En bonne collaboration avec le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, et son Excellence le ministre Abimbola, on a élargi depuis l'année passée notre partenariat avec le Bénin vers le domaine culturel. Cette nouvelle collaboration est fondée sur nos histoires communes de l'esclavage. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts est très heureux d'accompagner l'ambassade des Pays-Bas. Vous savez que ce que nous mettons en avant ici au Bénin actuellement, c'est notre culture, notre capacité à émouvoir le monde à partir de notre identité culturelle. Et donc, ça a été bien compris par la partie hollandaise et c'est ce qui motive notre présence ici aujourd'hui. Fondé en 1980 et basé à Amsterdam, le groupe Frafrasoon combine le jazz et les rythmes africains. Ces musiciens voyagent partout en Afrique à la découverte des racines de leur musique. We were always very honored with the possibilities that we had to
Nous sommes honorés de faire une prestation ici, de créer des connexions avec les peuples africains. Et grâce à l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères, nous avons des opportunités de brassage culturel. Le concert se tient le 27 avril prochain à partir de 20h à la salle bleue du Palais des Congrès. Il sera précédé d'une masterclass avec une trentaine d'étudiants. Ce journal a été préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.